Et pour finir, voilà la maquette de la nouvelle composante Cartégie qui permet aux commerciaux, à partir de la raison sociale du code postal, simplement d'interpeller les services de notre collaborateur et d'enrichir tout le compte professionnel avec le reste des informations. En guise de conclusion, notre projet a permis à ID Buffet d'intégrer une nouvelle culture dans le système d'information, soit la culture d'organisation. Les dirigeants pourront se focaliser simplement sur le processus, pas de souci au niveau technologique. Ils peuvent aussi s'aligner aisément de façon optimale à la stratégie. Sur le plan professionnel, c'était une expérience riche où j'ai assumé plusieurs responsabilités. J'étais ravi de faire part de cette équipe et d'être souvent un auditeur, un architecte système d'information, un analyste métier, un concepteur, un développeur, un formateur. Et en termes de perspective, notre projet est ambitieux. Il pourra permettre à ID Buffet plus de partenariats comme le cas d'Aura, une évolution aisée du système d'information et pourquoi pas ils pourront s'orienter vers des clients mobiles, aussi décrocher le libellé de premier traiteur mobile. Et ce qui est plus important, c'est que les autres pôles, comme le pôle marketing, production, logistique, sont plus qu'adhérents pour l'urbanisation du système d'information à leur service. Et voilà, merci infiniment. Concernant la présentation, vos diapos ne sont pas numérotés malheureusement. Ça c'est... Permettez-moi de vous expliquer. En effet, au niveau du diapo, il y a une troisième dimension. Donc si je vous mets la numérotation, vous allez avoir la numérotation pour 3 ou bien 4 diapos. Parce qu'il y en a des effets 3D, donc c'est un peu délicat de mettre la numérotation. Parce qu'en fait, le fait de revenir sur une diapo sera un peu difficile. Oui, je vois. D'accord. Ouais. Alors, je vais commencer par les questions. Alors, la page 22. D'accord. Alors, en étudiant l'existant et la solution existante, vous avez dit que la solution existante est robuste. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Pardonnez-moi. La page 22. Oui, au niveau de quel paragraphe? 4.1. Oui, 4.1. D'accord. En effet, les dirigeants, elle est riche et développée, elle est robuste. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? D'accord. Je voudrais dire une application ou bien une plateforme riche et robuste du fait qu'elle a prouvé sur le métier traiteur sa valeur et son apport. Par exemple, CBO, comme étant le ERP utilisé par la majorité des traiteurs sur le marché francilien, il intègre des fonctionnalités très importantes dont on est en quelque sorte très dépendant et qui date depuis 1980. J'ai essayé aussi de voir l'alternative de basculer, c'est-à-dire de changer de système, puisqu'il est très rigide, c'est vraiment très délicat d'utiliser. Même pour ID Buffet, ça coûte vraiment cher pour ajouter d'autres fonctionnalités. Il faut que le sous-traitant même intervienne. J'ai essayé de voir les SDK offertes par Memsoft, l'entreprise chargée de cette base de données indexée. C'est vraiment très délicat en termes d'architecture. J'ai trouvé qu'ils utilisent carrément un autre langage qui s'appelle le langage 4e génération. Donc vous voyez, toute cette fonctionnalité, elle existe. Pour ID Buffet, ça marche. Ils sont vraiment premiers traiteurs en ligne, ils se débrouillent bien avec la solution, mais j'avais du recul de point de vue architecte. Pour moi, c'était très délicat de faire avec cette solution. Alors pour vous, robuste, c'est un avantage ou bien un inconvénient? L'avantage, c'est sa robustesse métier. Donc en termes de métier, elle est fonctionnellement répond aux besoins. Voilà. Donc en termes architectural, j'ai trouvé vraiment beaucoup de mal à trouver une meilleure solution architecturale pour faire communiquer cette brique avec tout le système d'information. Parce que normalement, robuste, ça porte surtout sur l'aspect architectural et pas sur l'aspect métier.
ça m'a dérangé un peu le cours Robust. Ah d'accord, je vois. Donc je peux vous expliquer davantage si vous voulez. Par robustesse aussi, c'est que par exemple, vous pouvez, pour la même solution, il y a un noyau en quelque sorte qui est partagé par tous les traiteurs, et puis il te permet de faire des développements vraiment à la pointe, comme vous voudrez, mais il faut toujours être dépendant du sous-traitant. Il n'y a pas de solution. Il faut toujours demander son intervention. Donc c'est pour ça que j'ai voulu dire robustesse, tu peux tout greffer dedans. Tout ce que tu veux, ça pourrait être fait, mais en termes stratégiques, c'est pas rentable pour l'entreprise. C'est un manque de flexibilité, non pas en robustesse. Si vous parlez de l'anomalie, c'est plutôt voilà, un manque de flexibilité. Voilà, donc parce que robuste, c'est vraiment un avantage. Et ici, vous êtes en train d'énumérer les limites de votre application. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est la différence entre le terme urbanisation et réingénierie? Alors, réingénierie, c'est l'ingénierie, comme vous dites par exemple, l'ingénierie pour le génie logiciel, le fait de concevoir des solutions, indépendamment que ce soit sur des systèmes d'information, des applications simples, des applications multicouches, simple couches. Mais l'urbanisation, c'est un concept qui vise vraiment à apprendre la métaphore de la cité. Donc, en quelque sorte, vous voulez que les applications soient en quelque sorte superposées de façon verticale et vos objectifs stratégiques peuvent filer de façon transversale sans avoir du mal à interagir avec les différentes briques, que ce soit des différents langages, des différentes plateformes. Il faut vraiment, en quelque sorte, j'avais du mal pour le premier mois pour convaincre les gens d'idées buffet pour ne plus parler technique. Il faut vraiment avoir dans la tête toujours l'esprit vers le métier. Je veux tel objectif en termes de métier, en termes d'apport pour l'entreprise. Et pour ça, j'ai voulu leur intégrer déjà cette culture d'urbanisation. Mais pour l'ingénierie, c'est un aspect plus... Réingénierie, c'est un aspect beaucoup plus global. Donc vous pouvez réingénierer, c'est-à-dire changer par exemple l'architecture de l'application, et ça fait partie de la réingénierie, sans relater avec le concept d'urbanisation. L'urbanisation, c'est un sous-concept de la réingénierie. Je dirais même que c'est une imitation du génie civil, on reprend la métaphore de la cité, voilà, on utilise pour le management des systèmes d'information. Parfaitement, c'est mon outil. C'est ça. Alors, la page 52. D'accord, je suis pardonnez-moi. Oui. Page 52. D'accord. Au niveau de la page 32, vous avez présenté votre cartographie fonctionnelle. Fonctionnelle. D'accord. Alors, mais en lisant votre description de cette cartographie, Oui. vous n'avez pas précisé quelles sont... vous avez précisé quelles sont vos différentes zones, mais pas vos différents quartiers ni Parfaitement. je n'ai pas trouvé ça. Je vous explique pourquoi. Parce qu'à un certain moment, après avoir passé pratiquement un mois et demi, 2 mois, au niveau de guide, voir tout le système d'information de façon transversale, si en quelque sorte je vais m'investir en profondeur pour voir l'îlot et des quartiers, ça va m'absorber toute la période et j'avais l'ambition de donner quelque chose qui est fonctionnel en fin de stage pour mettre en valeur, pour se propulser, même pour les utilisateurs qui ne sont pas experts en matière informatique, passer de façon conceptuelle, parler des bons plans, de belles cartographies. Ça n'apporte rien pour imaginer en termes de commerciaux, chefs de projet, qu'est-ce que je vais leur dire. Je vous ai fait simplement une cartographie, ça va être un peu gênant pour toute une équipe avec laquelle j'ai collaboré, ils étaient vraiment impliqués, ils exprimaient vraiment de l'engagement, donc c'était en quelque sorte, j'étais têtu à certains moments, j'ai voulu comment les encadrants aillent avec moi pour qu'on fasse un peu une partie pratique, on met en valeur cette apport de cartographie. Et en termes de si par exemple vous voulez à la zone de marketing, toute la solution de l'immédiation, on a un SDK dedans. Il y en a carrément un autre contrat avec cette solution-là. Il y en a un autre sous-traitant. Donc si le fait de le rentrer déjà dans la boucle, ça va être très délicat. Je vois déjà 2 collaborateurs, la DSI, les utilisateurs finaux. Donc vous voyez un peu la situation avec laquelle j'ai fait. Mais j'aurais aimé trouver cette rigueur que j'ai trouvée d'ailleurs dans tout votre rapport.
concernant ce choix-là. Pourquoi... Promis, si je continue l'expérience avec eux, je vous envoie la cartographie. Alors, en voyant cette cartographie, j'ai remarqué qu'il y a en fait un petit détail que j'ai pas vu. Est-ce que vous pouvez le deviner? Un petit détail comme vous n'avez pas vu. Oui. Où est-ce que je peux le trouver? C'est dans les activités opérationnelles, comme vous avez dit. Et il y a déjà une partie dispersée au niveau de gisement de données. Il y a des recettes fixes qui changent de référence des données qui résident dans la zone référentielle. La zone référentielle, c'est quelque chose plutôt de dynamique. Je vous ai dit la périodicité minimale de changement de carte, c'est au moins 6 mois. Donc vous voyez, c'est une zone de gisement qui est un peu stable, et même pour les chefs de cuisine, c'est pas une donnée de changer de recette quotidiennement. Mais pour les clients, je l'ai vu, c'est vraiment quelque chose de très dynamique. Vous pouvez, au niveau d'un client, bien en d'un compte, ficeler toute une araignée d'autres clientèles. Vous pouvez même rentrer, je voyais dernièrement avec Canal+, ils ont rentré avec une étoile d'araignée, 24 contacts, c'est-à-dire vraiment, c'est très dynamique, même dans la journée. Mais pour la partie production, elle est en quelque sorte séparée entre les informations cuisine, je voudrais dire par information cuisine tout ce qui est recettes, cartes, qui sont figées, qui font partie du département d'exploitation de production. Et on a sur les deux billets commandes parce que les chefs de projet peuvent agir sur ces autres produits pour offrir une autre formule à la carte. Même si vous accédez au niveau du site, vous trouvez des menus préétablis, il y a toujours l'offre à la carte. Donc au niveau du devis, je peux jongler, mettre plusieurs offres, combiner d'autres produits, et ça se gère de façon transparente pour les clients. Donc il y en a une partie au niveau de l'activité opérationnelle, c'est l'œuvre des chefs de projet, c'est pour ça qu'ils sont là. Il y en a une partie qui est figée, qui se met à jour avec des réunions un peu périodiques, mais qui sont un peu longues. Alors, en parcourant votre rapport, j'ai remarqué que vous répétez beaucoup le terme brique. Brique? Oui. D'accord. Si par exemple vous n'avez pas utilisé l'urbanisation, ça aurait passé. Mais ici, le terme brique c'est un peu spécifique à l'urbanisation. D'accord? Donc ça m'a dérangé un peu de voir toujours le terme brique tout au long de votre travail. Et il y a aussi un autre aspect, si vous voulez que je vous explique. J'ai des lecteurs qui ne sont pas experts du métier, par exemple tout ce qui est job et routine, on les appelle des robots. Moi j'utilise ce terme parce que ça a du sens pour eux. Mais c'est pas vraiment un robot, c'est des jobs routine. Un bus USB, ils ne comprennent pas c'est quoi un bus USB. Donc j'ai essayé en quelque sorte de garder des termes qui sont significatifs à la fois pour des utilisateurs experts et des experts. Présenté un tableau où vous avez montré l'interaction entre le pôle commercial et les autres départements. Oui. Alors, pourquoi vous n'avez pas utilisé un diagramme de communication? Un diagramme de communication à ce niveau? Au lieu du tableau. Parce que je suis encore au niveau abstrait. Donc vous voyez ce que je veux dire, je suis encore en train de l'écrire et voir les liens pour résoudre la problématique de la base des clients. Donc, Parce que ça aurait été beaucoup plus facile à lire. Oui, mais ça pourrait être mal placé peut-être, parce que c'est un peu loin par rapport même à la spécification. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je suis encore en train en quelque sorte de faire la théorie, étudier, finaliser le rapport de l'audit. Je n'ai pas voulu déjà attaquer la partie conceptuelle. D'accord. Alors, vous avez mis en place un USB. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les moyens que vous allez utiliser pour sécuriser l'échange des messages? Est-ce que vous pouvez me préciser déjà sur quel niveau de message? Parce que je gère déjà plusieurs niveaux, si vous voulez que j'aborde les différents niveaux. D'accord. Et on a des niveaux de web service. Donc l'USB pourra à un certain moment recevoir même un message à partir d'un connecteur fichier plat et l'envoyer au web service. Je commencerai par les web services. Et on a déjà une API
offerte par Zoho CRM et que je pourrais utiliser. C'est une solution cloud, j'avais pas la main dessus. Je suis vraiment limité par les sécurisations de Zoho. Donc Zoho utilise les jetons, utilise les noms des utilisateurs, des mots de passe, utilise la communication en HTTPS. Je pourrais pas faire plus parce que je suis en train d'interpeller une autre couche middleware. Au niveau des connecteurs CSV, il y en a deux niveaux de sécurisation. Premier niveau, soit que le bus USB il est greffé sur un dossier carrément partagé au niveau de la zone locale du réseau. Donc avec le responsable réseau, on a sécurisé ce dossier pour déjà par exemple ne mettre que des fichiers avec telle extension, tel format, ne pas permettre la suppression, permettre simplement l'ajout, donner l'autorisation à une autre routine de nettoyage pour tout ce qui est document traité, de le placer dans des dossiers d'archivage. Donc c'était géré au niveau du système d'exploitation. Il y a une autre couche de web service qu'on a intégrée au niveau d'ActiveStore. On a utilisé plusieurs piliers, comme l'échange en mode poste pour que tout ce qui est information et paramètres, ça passe pas dans l'entête mais dans le corps du message. HTTPS pour sécuriser l'échange en HTTP. On a utilisé les jetons et puis on a paramétré le serveur pour qu'il ne reçoive par exemple que le user agent qui est Zoho CRM. C'est pas vraiment une adresse IP fixe parce que c'est sur le cloud, mais on a pu détecter que Zoho utilise toujours le même user agent. On a fait une sorte d'analyse, on a essayé plusieurs requêtes et puis on s'est décidé, voilà, si ça provient de n'importe quelle autre source,